Ah, les émissions avec que des mecs, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une parodie de porno, genre Terminator. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui on a un peu gros sur la patate. Tout est sauré que nous sommes par Terminator Genesis, 5e épisode de la saga initiée par le grand James Cameron, saga qui part de plus en plus en cacahuète avec un film aux confins de la médiocrité qui nous fait très douloureusement regretter les débuts, d'autant plus formidables à nos yeux aujourd'hui qu'ils sont littéralement traînés dans la boue par ce film. Autour de la table pour parler de Genesis et de Terminator en général, une armée de robots critiques venus du futur. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Alexandre Arvaud, bonjour Alex. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut à toi. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici autant. Quel est terminus, tout le monde descend, c'est Nos Ciné, épisode 9, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors d'habitude dans Nos Ciné on essaye de pas trop spoiler les films sauf quand Yannick Dahan est là, mais même s'il est absent aujourd'hui, on a assez peu de scrupules à vous raconter les moments clés de la très pénible intrigue de Terminator Genesis, puisque les studios s'en sont chargés eux-mêmes avec les bandes annonces où on nous tue à peu près tout le maigre suspense qu'il aurait pu y avoir. L'histoire, pour la résumer, et Dieu sait que c'est pas simple parce que c'est le bordel, on démarre en 2029, fin de la guerre contre les machines, qui pour essayer de ne pas perdre la face envoie un Terminator buter Sarah Connor, la maman de John Connor, dans le passé en 1984. Connor de son côté envoie son protégé Kyle Reese protéger sa mère. Oui, vous ne rêvez pas, c'est exactement le pitch du premier film, sauf qu'après ça part en sucette. Sarah l'attend déjà prête au combat avec son Terminator à elle, domestiqué, c'est Schwarzy qui fait son grand retour. Et cerise sur le gâteau, les attend aussi un redoutable T-1000 capable de changer de forme qui se lance à leur trousse comme dans le deuxième Terminator, oui. Et le mindfuck continue puisqu'ils partent ensuite pour l'an 2017 où ils retrouvent John Connor, lui aussi parti dans le temps, désormais esclave de Skynet qui ne s'appelle plus Skynet mais Genesis et qui est devenu un système d'exploitation genre iOS d'Apple prêt à réduire l'humanité en cendres. Ça va, c'est clair? Non, c'est pas clair, mais c'est normal. Come with me if you want to live. I'll be back. What? Alors ça tape fort mais on s'emmerde sec, hein. Moi je me suis même assoupi l'espace d'un instant. Et si c'est vrai, nos trois courageux camarades autour de la table ont vu aussi Terminator Genesis. Vous en avez pensé quoi les amis? Arnaud? Pas grand chose, voire même rien du tout, effectivement. On l'avait vu venir un peu à travers la promo, effectivement, Oui. Totalement à la ramasse, quoi, qui a même été critiqué par le réalisateur, Par le réalisateur du film, le oui. réalisateur Alan Taylor. Mais effectivement, on attendait une grosse daube et c'est une grosse daube. Ça n'a aucun intérêt parce que il n'y a même pas de débordement incongru et surprenant, quoi. C'est aussi convenu que nul en fait. Voilà, il y en a peut-être 2 ou 3, quoi. Genre par exemple le passage où sur la chanson Bad Boys. Oui, ils se font arrêter par la police et on entend la chanson Bad Boys, et on Bad voit Boys. Sarah Connor, Kyle Reese et le T-800 faire les cons devant les fraudes en prenant leurs photos anthropométriques là, pour la police, quoi. Donc et là cette scène on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette scène de comédie là qui surgit de nulle part? Mais il y a peut-être 2-3 moments comme ça dans le film, mais tout le reste c'est une manière de totalement délétère l'exploitation d'une franchise et de ses meilleurs moments, quoi, en les réduisant à rien du tout. Donc c'est vraiment de la bonne boîte de conserve. C'est-à-dire, moi je suis allé voir le film pour cette émission, hein. Je pense que je serais même pas allé le voir, de même que les Jurassic World ou les Avengers 2. Évidemment, il faut faire son métier de journaliste et on nous dit toujours Il y en a qui vont en Syrie, voir Terminator. non, mais on nous dit toujours, il faut, et c'est vrai, dans l'absolu, il faut voir un film pour pouvoir le critiquer. Mais en même temps, là, maintenant, avec cette catégorie de blockbuster qui est à l'heure actuelle, moi, j'ai tendance à me dire, est-ce qu'on a besoin de goûter toutes les boîtes de conserve d'un rayon pour savoir qu'elles sont dégueulasses, quoi. C'est-à-dire, quand on les voit venir à 3 km, quoi, que c'est de la boîte de conserve, voilà, quoi. N'allez pas voir ces films, ça sert à rien. Alexandre. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'Arnaud vient de dire. Et effectivement, la question de n'allez pas voir ce film, elle est importante parce que quand on voit le carton en termes d'entrée qu'a fait Jurassic World, qui était lui aussi très mauvais, mais qui a ma préférence par rapport à ce Genesis, tout cet afflux de public dans les salles, de recettes à l'international, fait que c'est pas comme ça qu'Hollywood va changer son fusil d'épaule et qu'on va se taper des franchises comme ça. Même par rapport à James Cameron, le prochain Alien est censé être une suite directe de son Aliens. Donc on n'est pas au bout de nos mauvaises surprises sur l'héritage de Cameron et autres souillés comme ça par des exécutifs appâtés par les recettes. Moi, le film, j'ai trouvé vraiment détestable.
je comprends pas du tout le fait que Cameron l'ait adoubé dans la promo du film. Oui, c'est vrai qu'il a dit que vous allez adorer Terminator Genesis. Si vous allez adorer, c'est même sur l'affiche française du film. Moi, au début, je crois que c'était un homonyme, tu vois, un James Cameron, tu vois, qui est taxidermiste dans le Kentucky, tu vois. Et à la limite, ça m'aurait été fait par un twitto lambda, je sais pas moi, qui coûte du 55, j'en sais rien. Bon, ça m'aurait pas trop choqué, mais là que ce soit Cameron lui-même qui soutienne et vraiment sans demi-mesure ce projet, j'espère qu'on lui a payé vraiment le budget d'Avatar 2, 3 et même 4, quoi. Cameron, il a défendu AVP à l'époque. Hein. Il avait... Putain, c'est vrai. Non, mais il a défendu Terminator 3, puis aujourd'hui il chie dessus, il a défendu Terminator 4. Le prochain Terminator, il chiera sur celui-là en disant celui-là c'est le meilleur. C'est son copain, Arnold. Hein. Il l'a dit, on a fait toutes les guerres ensemble, donc en fait c'est la raison. Il faut même, je crois même pas qu'il y ait une question. Il y a probablement une question de chèque, mais même pas ça. Oui, je pense que c'est la fidélité à Schwarzenegger. Schwarzenegger qui, il faut le dire, je pense que vous serez peut-être, j'imagine, d'accord, de tous les acteurs du film, c'est celui qui s'en sort le mieux. Parce qu'il a une partition. Il y a Jay Courtney dans le film. Oui, c'est pas très compliqué de s'en sortir bien. Le bovin Courtney. Non, mais lui, voilà, il suit à la lettre sa partition qu'il a développée dans les Terminator 2 et 3 surtout. Hein. Il s'en tire avec les honneurs parce que voilà, il est tellement entouré de gens médiocres, pas aidé par un script fait par le réalisateur de Dracula 2001. Voilà, c'est une catastrophe industrielle qui est assez fascinante pour, comme on le disait plus tôt, sa promo improbable, pour son rendu qui est d'une laideur incroyable. Je veux dire, le premier Terminator, c'était une série B à petit budget. Le 2 avait fait péter tous les records, mais le premier Terminator en 84, c'est quand même quelque chose fait avec des bouts de ficelle. 6 millions de dollars à l'époque. Voilà, 6 millions de dollars. Cameron utilise tout ce qu'il a pu apprendre sur les plateaux de Roger Corman pour tourner à l'économie avec une efficacité quand même à l'image. Et ça rendait vachement mieux. Ça rendait vachement mieux sans faire de la fausse nostalgie. Non, et puis c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis qu'ils refont les plans du premier Terminator et du deuxième Terminator et ils les refont mal. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois vraiment que les plans font plus vieillots aujourd'hui que ceux de Terminator à l'époque. Bon, clairement, c'est un film de bourricot complet. Hein, mais le truc qui est, moi, je trouve assez fascinant là-dedans, c'est reprendre en fait, parce que leur référence, c'est apparemment c'est une scène de Retour à le futur 2. Où il y a un futur alternatif avec Biff qui devient l'homme le plus puissant. Et ils sont partis de cette logique-là pour dire si on refaisait toute la chronologie de Terminator sous cet angle-là. Le problème, c'est que, d'accord, très bien, donc en gros, il y a un inversement de valeur, c'est-à-dire que ce que Kyle Reese dit au début, c'est une phrase de je sais plus qui dans quel autre Terminator. Film, et en fait, c'est le jeu des chaises musicales. C'est chacun prend un rôle, ça devient un rôle différent à chaque fois. C'est-à-dire que Sarah Connor devient John Connor de Terminator 2, etc., etc. Et du coup, ça devient, remplacer des événements en fait par d'autres événements, mais juste en changeant la place des personnages. On se dit pourquoi remplacer deux grands films par du flan en fait derrière, c'est ça qui est hallucinant. Et en plus il y a un véritable inversement des valeurs des personnages, c'est-à-dire que Sarah Connor dans le premier c'est un très beau rôle parce que c'est un rôle de femme un peu fragile qui va justement se permettre de devenir plus forte grâce à ce qui lui arrive. Là c'est une adolescente qui prétend qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée mais qui pleure papa, qui a un robot Terminator et etc. Donc ça prend des proportions. Jay Courtney qui est effectivement quand même moi ce que je l'appelle le tueur de franchise. À chaque fois qu'il arrive dans une franchise, il la bousille. On l'avait vu dans Arnaud faisait la blague en disant c'est l'anti-The Rock quoi. Voilà. Mais le truc qui est hallucinant avec lui, c'est que non seulement déjà c'est une endive, mais en plus il a un rôle, il a même plus le rôle du héros, c'est-à-dire que c'est le glandu qui suit. Kyle Reese, c'est un super beau personnage, c'est un type qui traverse le temps pour une femme dont il est amoureux en fait, c'est ça. Et là, mais qui se sacrifie pour elle. Voilà, et là rien du tout quoi. C'est un mec qui attend de se faire embrasser quoi. Pendant tout le film, il y a ce côté un peu qui est très très gonflant, ce côté screwball comédie quoi, avec où ils s'asticotent tous les deux. Non, j'ai pas besoin de toi. Bon, d'accord, mais je t'aide pas. Voilà, où elle a un côté un peu pétroleuse féministe pour coller aux desiderata des spectateurs actuels, mais pas trop. La mère, créée par James Cameron et transformée après en Valkyrie, quoi, a totalement disparu. C'est juste une pétroleuse qui lui dit j'ai pas besoin qu'on m'aide. Ah, mais je t'aide pas. Je vais t'aider. Enfin, il se renvoie la balle dans des scènes totalement insipides comme ça pendant assez longtemps dans le film. On s'emmerde profondément dans ce film. Oui, parce qu'il n'y a aucun enjeu, quoi. C'est juste basé sur la situation à jouer sur le moment. C'est les mêmes enjeux. Je veux dire, ça se termine de nouveau chez Skynet, quoi. Oui. Comme dans Terminator 2. Même si Terminator 2, il y a une heure d'action derrière et quelle action, quoi. Mais le truc, c'est que c'est refaire exactement la même chose, c'est rapporter les nouvelles idées qu'il y a, c'est transformer, mais c'est pareil, encore une fois, transformer John Connor en méchant ultime, quoi. C'est absurde.
c'est du déni total des 2 premiers films, en fait, de la création de la mythologie de James Cameron, quoi. Et l'acteur Jason Clarke qui joue John Connor, qui est quand même pas théoriquement le dernier des blaireaux, hein, que ce soit dans des séries télé ou dans des films comme Zero Dark Thirty et tout, il avait déjà montré qu'il savait jouer. Et là, c'est la preuve qu'avec un script en plomb, même les meilleurs acteurs peuvent pas s'en sortir. Il est ridicule et toute la caractérisation aussi visuelle est à l'avenant. C'est vraiment un point mort dans le film, quoi. Script en plomb, mais effectivement, le visuel ne rattrape rien du tout, parce que on a affaire à un film de Yes Man, Alan Taylor, là, qui vient à la base de la télé, quoi, qui avait fait Thor The Dark World. Voilà, qui a fait Thor avant pour Marvel. Sans doute le plus moche de tous les Marvel. Ouais, et c'est quelqu'un... Non, le premier Thor, c'est chaud. Stéphane parlait des scènes d'action des 2 premiers films de Cameron, mais alors c'est pareil, quand on voit vu que le film est tellement merdique qu'on se dit voyons un peu, on essaie de se rattacher à ce qu'il y a, voyons un peu au moins les scènes d'action, il n'y a rien. Il y a une scène avec un bus là sur le Golden Gate Bridge, il y a quelques trucs comme ça, mais qui sont des scènes d'action déjà emballées de manière totalement pourrie, quoi. Et en plus, qui ne proposent rien de nouveau, il n'y a même pas des money shots, c'est étonnant. On n'a pas l'impression de voir un film fait en 2015, quoi. Non, mais c'est vrai, on dirait la fin des temps, version Terminator, quoi. Des films comme ça, quoi. Des trucs complètement emballés par des Yes Man. Je sais pas combien le film a coûté, ça doit être dans les... ça a dû coûter cher, mais le truc, c'est surtout qu'ils veulent relancer une trilogie avec ça, alors qu'ils devaient déjà relancer une trilogie il y a 6-7 ans avec le précédent, qu'ils ont complètement abandonné d'ailleurs, parce que le 3 et le 4 en fait ils ne sont absolument pas cités ou quasiment pas. Ils n'existent pas dans la nouvelle chronologie qu'ils créent. Enfin bref, c'est une catastrophe totale, vous l'aurez compris. Terminator Genesis, c'est en ce moment donc au cinéma. Allez-y si vous avez du temps à perdre ou l'envie de vous faire du mal, et nous on continue. Hasta la vista, baby. Nous aussi, tels des T-800 surgonflés aux enfêtes, nous remontons dans les couloirs du temps, direction 1984, année de sortie du premier Terminator signé James Cameron. Petite production, mais gros coup de cœur mondial pour ce film, entré directement dans la légende de la pop culture et suivi en 91 par un deuxième volet, toujours sous la houlette de Cameron, qui lui, à l'inverse, sera fait avec le plus gros budget de l'époque et sera à la hauteur de ses attentes, prouvant que des fois, une suite, ça peut être bien, voire assez génial. I'll be back. Allez, punchline de Terminator, il ne s'en est jamais remis, le pauvre Arnold. Quel regard on porte sur les débuts de la saga Terminator maintenant, notamment sur les 2 premiers, parce que les 2 d'après sont un peu ratés, voire très ratés, pour Terminator Salvation, qui était le 4e, Stéphane. C'est une borne de SF, les 2 premiers films, ça se pose là. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que c'est pas étonnant que les films continuent à se faire, parce qu'il y a une mythologie très forte, un thème assez, quand même encore actuel dans l'absolu, même s'il faut évidemment le remettre à jour par rapport à la façon dont c'était fait à l'époque, quoi. Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est l'écriture du premier film. C'est vraiment un film plein à ce niveau-là. C'est assez étonnant. Tout est verrouillé. À partir du moment où on accepte la logique du voyage dans le temps, qui est assez complexe à mettre en place, mais tout est clair, tout est nickel. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on voit Terminator Genesis, où les mecs des tâcherons s'amusent à reprendre cette chronologie, elle a changé complètement. C'est là où on se rend compte que ça peut pas fonctionner, quoi. Voilà. Donc là-dessus, effectivement c'est un exemple de série B, moi ce que j'appelle des séries B philosophiques, quoi, un peu comme ce que pouvait faire Carpenter aussi, ou des réalisateurs comme ça, c'est-à-dire c'est au sens série B au sens noble du terme. Effectivement, système D, réussir à apporter des choses, et en fait c'est tellement un univers cohérent que certains personnages en fait de Terminator 2, comme le T-1000, en fait devaient déjà être dans le premier Terminator. Voilà. Et qui ont été enlevés faute de budget pour les créer de ça manière devait être fait différemment en animatronique, etc. Évidemment. D'ailleurs, le T-1000 qu'on voit dans Terminator 2 et qu'on voit aujourd'hui dans Terminator Genesis, il est plus joli dans Terminator 2 que dans Terminator Genesis, alors qu'il est fait en 2015. C'est une question de goût aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi un réalisateur derrière qui sait ce qu'il veut, quoi. Mais l'autre truc, le tour de force, c'est de réussir à imposer un personnage comme Schwarzenegger, qui quand même ne passe pas inaperçu, quoi, et d'en faire un tueur silencieux. Alors l'aspect cinématographique, même cinégénique en fait de l'idée de ce personnage-là est très très forte. C'est pas lui qui devait jouer le rôle à la base. Ça fait être O.J. Simpson. O.J. Simpson. C'était assez sordide pour la suite. Lance Henriksen, quand ça devait être justement un monstre, une machine protéiforme à la T-1000, finalement lui il est dedans, il joue un flic. Quelque part il y a un aspect miraculeux en fait dans ce film, c'est-à-dire que toutes les choses se sont mises en place, et puis surtout il y a des cadors derrière, il y a Stan Winston, Mark Goldblatt au montage, donc c'est du travail de pro au service d'un scénar pour moi qui est parfait, quoi. Donc, Arnaud,
tout le monde se souvient quasiment, même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, tout le monde se souvient de ce visage de ce robot avec ses 2 yeux rouges, quoi. Ça, c'est tout le talent de Cameron, hein, d'arriver à créer comme ça des figures qui marquent leur époque et qui la définissent en même temps. Je veux dire, Terminator, c'est aussi un terme qui est rentré dans le langage tout courant, quoi. Quelqu'un qui est indestructible, quelqu'un de malade, qui se relève tout le temps, qui s'en sort et tout. On le traite de Terminator, voilà. Donc c'est véritablement un film, malgré son côté petite série B, pour l'époque, quoi, qui a réussi à marquer l'inconscient collectif de millions de gens. Donc après, évidemment, d'où une suite et une saga dans la foulée. Mais ça, on le dira jamais assez, parce que derrière le côté peut-être poncif SF, avec un voyage dans le temps, cyborg, tout ça, il y a la manière de raconter l'histoire et de construire des figures cinématographiques de James Cameron qui impose ça, qu'il ait un budget démesuré ou un tout petit budget. Le gars a les idées qui font mouche, nous procure les plans qui tapent dans le mille. Et voilà, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film qui est devenu un classique plus de 30 ans après, quoi, hein. Y a pas de secret. C'est un idéal de cinéma aussi, hein, parce que c'est-à-dire c'est un film de SF, une histoire d'amour, c'est un film d'action comme on n'en avait pas vu à l'époque, donc c'est vraiment, il y a tout ça en même temps, quoi. Côté polar aussi dans le premier film. Il y a tout un truc comme ça d'horreur même, où c'est assez dingue en fait qu'il ait réussi à... C'est un film de boogeyman, quoi. Ouais, c'est dingue. Moi, ce que je trouve assez génial avec le recul sur les 2 premiers Terminator, c'est que il y a à la fois dans la suite quelque chose qui annonce une tendance actuelle du cinéma et qui est, dont Genesis est l'incarnation même, c'est-à-dire que même si Terminator 2 est la suite directe, fluide, logique du premier, Cameron ose un truc qui est quand même complètement dingue, c'est à savoir de prendre le même acteur et de lui faire jouer un rôle complètement différent. Il passe du méchant, en gros, au gentil. Et c'est permis parce que c'est une machine, c'est un robot, c'est interchangeable, etc. C'est quand même quelque chose à la fois facile à faire, puisqu'il n'y a pas de grand risque narratif, vu que c'est une machine, et en même temps, pour le spectateur et pour sa narration, qui est quelque chose d'hyper ambitieux et qui maintenant est devenu, depuis plusieurs années, à Hollywood, une astuce où genre, tiens, un mec qui est présenté comme un méchant dans un film, genre notamment dans les Marvel, genre Loki va devenir le gentil après. Bon, que les personnages puissent avoir des évolutions, passent du côté du bien comme du mal, c'est pas nouveau. Mais là, à ce point-là, c'était quand même très frappant d'avoir ce revirement complet à 180 degrés. Et ce qui est aussi assez frappant, c'est que c'est une suite qui, même malgré le carton du premier, aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier, c'est une suite. La suite Terminator 2 a été faite plus de 7 ans après. Donc c'est pas un truc qui aujourd'hui tu fais un premier week-end aux États-Unis qui cartonne, t'as le feu vert direct pour la suite, t'as 3 scénaristes qui sont embauchés pour plancher dessus, il faut que ça sorte dans 2 ans, ce qui est complètement aberrant en termes de temps de préparation quand c'est pas une trilogie pensée à l'avance, etc. Et qui du coup est fait pour exploiter l'attente du spectateur sans forcément laisser au créateur le temps de digérer, de proposer quelque chose de nouveau. Et là on le voit en ce moment, Cameron il a sorti son Avatar en 2008, je pense que nous aimons tous beaucoup Avatar autour de cette table, et il a pris son temps, il prend son temps pour faire les suites. Ouais. À la décharge du premier Terminator, l'attente elle s'est faite aussi parce qu'ils voulaient plus tourner pour M-Dale à l'époque, qui étaient les producteurs de Terminator. En fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Cameron était sur la table de montage, il était en train de finir les effets de la scène finale où le Terminator revient en fait d'entre les flammes, qui était à la base un rêve qu'il a eu. C'était la première image qui a déclenché la création du film. Exactement. Et le truc, c'est que John Daly, le producteur du film, en fait, le patron du studio, lui a dit quand le camion explose, l'histoire est terminée. Et il a fait Over My Dead Body. Et il l'a foutu à la porte du truc et il a obtenu gain de cause. Le truc qui s'est passé derrière, c'est que le film a été un carton effectivement, mais en fait à l'époque c'était pas un carton justement comme tu disais les premiers week-ends tout ça, c'était un truc qui s'est mis en place avec le bouche à oreille et il fallait rajouter des salles et MDL a refusé en fait de rajouter des salles parce qu'ils ont voulu obtenir gain de cause auprès de Cameron, on va dire. C'est une bataille politique, mais le truc c'est que du coup en fait Cameron ne voulait plus tourner avec eux, il ne voulait plus faire le film avec eux, donc comme il avait vendu les droits pour $1 symbolique pour pouvoir réaliser le film, il a attendu que les droits soient récupérés. C'est quand Mario Kassar et Andy Vajna les ont récupérés à l'époque avec Carolco, qui sont venus le voir directement, qu'ils ont dit ok on fait le film. C'est vrai que l'histoire des droits des coulisses de la franchise est complètement dingue, et d'ailleurs beaucoup supposent que Genesis c'est juste une question aussi de maintien des droits, pour conserver, etc. Ça a été quand même racheté à $20 millions par Megan Ellison, c'est un gros truc. Et il faut savoir que les droits reviennent automatiquement à James Cameron en 2019, quoi qu'il arrive.
Peut-être espérer que ça s'arrête là. Du coup, moi, je pense qu'il est passé à autre chose. 2019, justement, il aura récupéré les droits. On n'ira pas plus loin. En tout cas, les 4 premiers films de la saga Terminator, ils sont à retrouver en DVD, VOD très facilement. On vous conseille surtout, vous l'avez compris, les 2 premiers. Si vous ne les avez jamais vus, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Pour terminer, c'est la tradition de nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On reste dans le thème voyage dans le temps, robot tueur, Schwarzy, James Cameron, punchline de malade. Alexandre, tu commences ? Alors moi j'ai un film à conseiller que j'ai vu en festival au BIF pour ne pas le nommer. C'est un film anglais de SF qui s'appelle Robots Overlord, fait par John Wright si je ne m'abuse, et avec au casting des gens fort recommandables comme Gillian Anderson des X-Files ou Ben Kingsley. Et c'est une petite série B sans prétention, avec un budget qui doit être à mon avis un 10e voire peut-être un 100e de Genesis, mais qui est quand même bien plus joli en termes de facture visuelle. C'est une histoire en fait post-apocalyptique, des extraterrestres robots ont envahi la Terre. Ça se passe sur une petite ville côtière au Royaume-Uni. Et c'est un ton très à la Amblin, les productions Spielberg des années 80, Gremlins, Goonies et compagnie. Voilà, c'est pas un grand film, mais il a un charme assez indéniable. Des robots, des scènes d'action qui sont plutôt convaincantes. Et je suis pas sûr qu'il soit distribué en France légalement, mais vous pouvez peut-être l'acheter sur Amazon UK. Ou le pirater comme des sauvages. On peut redire le titre ? Robots Overlord. Stéphane. Moi, je vais faire une petite reco. En fait, c'est Lady Terminator. À l'époque du premier Terminator, il y a énormément de sous-Terminator qui ont été faits par les Italiens, par les Indonésiens, etc. Et là, c'est un film indonésien en fait, qui préfigure de 15 ans façon de parler Terminator 3 et donc une Terminatrice, quoi. C'est une grosse série Z très fauchée, mais très fun, très amusante. Donc c'est une vraie curiosité à découvrir d'une autre époque en fait où on faisait du cinéma comme ça. Et c'est un film qui pompe ouvertement le premier Terminator, jusque dans des scènes complètement absurdes. Il y a la scène où, dans Terminator, quand Arnold Schwarzenegger s'enlève son œil en fait, après que sa chair ait été blessée, là ils font la même scène, sauf qu'en fait c'est un œil de bœuf qui tombe dans le lavabo, donc c'est assez amusant. C'est évidemment très cheap. Ça se trouve en DVD zone 1, dans un doublage évidemment assez approximatif, quoi. Ouais, c'est une curiosité, c'est une grosse série Z, mais ça peut être fun. Et ça s'appelle comment ? C'est-à-dire Lady Terminator. Lady Terminator, alors. Arnaud, pour finir. Moi, je ne vais pas prendre de risque, je vais conseiller un classique, La machine à explorer le temps, 1960, George Pal. Très bien. Il y a eu sans doute quelques exemples avant, mais c'est quand même l'un des premiers grands récits cinématographiques sur le thème du voyage dans le temps, avec ce scientifique. Donc c'est tiré d'un très grand roman d'H.G. Wells, évidemment, romancier visionnaire. Donc c'est l'histoire d'un gars qui construit une machine à voyager dans le temps, et qui, après divers essais et diverses périodes, se retrouve en l'an 800 000 et quelques, où il va arriver sur une terre dévastée, sur laquelle vivent des gens retournés à l'état de nature, qui s'appellent les Élois. Il va tomber amoureux de l'une d'entre elles, et il va s'apercevoir peu à peu qu'en fait ces Élois sont sous la coupe d'une peuplade souterraine de monstres souterrains qui s'appellent les Morlocks. Donc tout à fait. Voilà, tous ceux qui ont découvert ce film enfant se rappellent. Voilà, se rappellent de ces monstres très effrayants. Voilà, et c'est un film avec une très belle production design, de très beaux effets spéciaux pour l'époque, notamment les scènes de voyage dans le temps. Donc voilà, c'est un classique pour ceux qui l'ont pas vu, voyez-le, ça vaut le coup, c'est un très beau film. Et on rappelle, c'est donc de Robert Pal, La machine George Pal, pardon. La machine à voyager dans le temps. Robert Pal, c'était son cousin, c'est ça, merci. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à toi Alexandre, tes remarques, merci à Sébastien Salis, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil prochain. Nos ciné, on parlera d'une autre saga culte, Rambo, à l'occasion de la ressortie en salle du tout premier film. On part sur les traces du soldat renégat qui a contribué à faire entrer Stallone dans la légende du cinéma mondial. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Vice Versa, sur les Wachowski, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante, qui chante quoi, vous allez l'entendre tout de suite. Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Qui chante quoi.